Bonjour à tous et bienvenue dans Comme une planète Hauts-de-France, une émission spéciale aujourd'hui en partenariat avec La Voix du Nord. Une fois par mois, nous nous retrouvons dans les studios de la radio RCF à Lille pendant 25 minutes pour débattre d'un sujet écologique régional. Pour cette première édition, le projet du canal Seine-Nord Europe sera au cœur des échanges. Cet été, le maître d'ouvrage a obtenu le feu vert pour poursuivre le projet. Pourtant, les interrogations sont nombreuses et divises. Nous nous interrogerons sur les impacts environnementaux du canal sur notre territoire. Cette émission a été préparée en collaboration avec Fabrice Bourgi, journaliste à La Voix du Nord de Douai. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne, merci pour l'accueil. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir ici dans nos locaux avec deux invités. Tout d'abord, Monsieur David Bécard, qui est directeur de l'environnement de la Société du canal Seine-Nord Europe. Diplômé d'environnementalisme, Monsieur Bécard est le technicien qui a suivi l'instruction des autorisations administratives dans le domaine de l'environnement en vue de l'obtention des 2 autorisations environnementales. Une mission qu'il a déjà effectuée par le passé pour le compte d'un autre projet, celui de la ligne grande vitesse Tours-Bordeaux. Bonjour Monsieur Bécard. Bonjour. Et Monsieur Bali. Monsieur Bali est donc élu Europe Écologie et Verts à la métropole européenne de Lille, qui est concernée par le chantier. Monsieur Bali est aussi enseignant-chercheur dans le domaine de la transition écologique et il suit le projet tout particulièrement à travers le CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional. Bonjour Monsieur Bali. Bonjour. Comme une planète, le magazine de l'écologie intégrale. Anne-Henri. Fabrice Bourgi. Alors, avant de commencer nos discussions, Fabrice, d'abord, pouvez-vous nous rappeler le cœur du projet du canal Seine-Nord Europe, son histoire, ses caractéristiques et les enjeux du moment? Alors, le canal Seine-Nord, c'est l'histoire d'un vieux serpent de mer, mais qui n'a peut-être jamais été aussi près de sortir de terre. Déclaré d'utilité publique en 2008, puis en 2017, ce projet s'est vu délivrer par l'État le 9 août dernier sa seconde autorisation environnementale. C'est une étape décisive. En résumé, plus aucun obstacle administratif ne se dresse face à la société du canal Seine-Nord Europe pour creuser le canal dès 2025, avec ses 78 millions de mètres cubes de terrassement, 2 des 7 écluses qui comptent parmi les plus hautes d'Europe, ou encore ce pont-canal de 1300 mètres de long et 30 mètres de haut qui enjambera la vallée de la Somme pour préserver la biodiversité. La mise en service de ce tronçon à grand gabarit, long de 107 km, est prévue pour 2030. L'idée est de relier l'Île-de-France depuis Compiègne, dans l'Oise, et les ports du nord européen via Aubosch-Laubach, dans le nord, afin d'accueillir des bateaux d'une capacité de 4400 tonnes, de permettre de soulager les routes de France d'environ 1 million de camions, et d'économiser en 40 ans près de 50 millions de tonnes de CO2. Une chimère pour ses opposants. Eux voient au contraire un projet écocidaire qui va chambouler les paysages, un projet qui ne pourra jamais atteindre non plus ses objectifs en termes de report modal, un projet qui vient aussi menacer la ressource en eau, avec ses 35 millions de cubes d'eau pompés dans la rivière Oise, pour alimenter le canal, mais aussi la retenue de l'Ouette, la première méga bassine du nom dans la région. Un projet qui serait d'un autre temps au final, d'autant plus que son coût serait désormais estimé à 7, voire 7,5 milliards d'euros, contre 5,2 initialement. Merci Fabrice. Alors, on reviendra sur tous ces enjeux écologiques. Mais David Bécard, vous avez obtenu une première autorisation environnementale pour les premiers 18 km. Ça, c'est entre Compiègne et Passel dans l'Oise. Donc, depuis 1 an, il y a des travaux préparatoires en cours. Cet été, vous avez eu la seconde autorisation pour les 89 km restants entre Passel et Aubosch-Laubach dans le nord. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Donc en parallèle de l'obtention de ces autorisations, donc en avril 2021 et en août 2024, on a finalisé les études de conception du projet. Donc on a une vision maintenant très précise des aménagements du canal et on rentre aujourd'hui avec ces autorisations et ces études dans une phase pleinement opérationnelle avec le lancement des marchés de travaux. Donc on a pu lancer des premiers travaux dans l'Oise, comme vous l'avez indiqué, donc avec une première phase de ressindement de l'Oise pour permettre de laisser la place au canal. On a notifié très récemment donc les travaux de construction de l'écluse de Montmac
toujours dans l'Oise, et on a lancé un marché de travaux pour la construction de l'écluse de Oisy-le-Verger, donc qui est en cours actuellement. Et sur le terrain, on peut voir des travaux préparatoires, donc des fouilles archéologiques par exemple, qui sont nécessaires avant le démarrage des travaux, ou des dévoiements de réseaux. Et les travaux principaux du canal commenceront à partir de 2025-2026, et donc là on verra effectivement sur le terrain la construction effective du canal. Il y a eu des réserves, des recommandations qui ont été mises par la commission d'enquête. Où ça en est, ça, en fait? Parce que j'ai l'impression que ça a disparu du rapport de l'autorisation environnementale de cet été. Donc on a eu une enquête publique qui a été conduite au mois de mars. Cette enquête publique, elle a fait l'objet d'un rapport de la commission d'enquête et on a répondu à ce rapport, donc sous la forme d'un mémoire en réponse, qui est maintenant disponible sur le site internet de la préfecture, mais aussi sur le site internet de la Société du Canal. Et on a répondu point par point à l'ensemble de ces 5 réserves et 8 recommandations. Et on a au-delà répondu à l'ensemble des observations qui avaient été déposées par le public, donc soit dans les mairies, où on avait l'enquête, voire même sur le site internet qu'on avait mis en place spécialement pour l'enquête. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des réserves et des recommandations, et puis sur le terrain, il y a eu aussi des manifestations, parce que comme l'évoquait Fabrice dans son papier de lancement, il y a des impacts quand même sur l'environnement. Alors, avant de donner la parole à Stéphane Bally, qui suit le dossier en tant qu'élu écologiste, j'aimerais écouter Jean-Baptiste Konisnik, premier vice-président du Césaire, que j'avais reçu en juillet. Il fait partie de ceux qui sont très confiants sur le projet. On l'écoute. Vous savez, on a connu le tunnel sous la Manche dans la région, on a eu le même souci. Aujourd'hui, nous sommes à un projet qui va au-delà de 5 milliards. L'Europe investit beaucoup, la région, l'État français investit beaucoup. Il nous fallait ce tronçon. Derrière tout ça, forcément, lorsque vous souhaitez construire quelque chose, il y a toujours une opposition. On a par exemple des personnes qui nous disent « vous allez utiliser des terrains ». Aujourd'hui, nous sommes soumis au zéro artificialisation nette. Donc, dès que vous construisez quelque chose, il faut replanter. Voilà. Et ça a déjà démarré sur Compiègne. C'est-à-dire qu'avant de faire le creusement du tunnel, du canal, on va planter des arbres, etc., pour répondre aux normes nationales. Au-delà de ça, il y a un enjeu au niveau des emplois. On parlait de la batellerie, il faut former les bateliers. Les barges, ce qu'il faut savoir, c'est que les barges vont contenir jusqu'à 50 camions. Il y a un enjeu pour nous au niveau, des pollutions, décarbonation, puisque aujourd'hui, pour ceux qui prennent l'autoroute régulièrement, vous voyez bien la saturation des autoroutes. Il n'y a pas vraiment de point bloquant. Aujourd'hui, au niveau du Césaire, nous sommes très confiants. Alors voilà, le Césaire, je rappelle, c'est vraiment cette instance de la société civile qui suit les grands projets structurants de la région. Stéphane Bally, vous suivez aussi ce dossier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui inquiète quand même sur le projet du canal Seine-Nord-Europe ? En fait, au-delà d'inquiétude, c'est aujourd'hui des questions qui sont posées depuis, des années, voire des décennies, qui sont sans réponse complète. Si on reprend, aujourd'hui, on en est à des travaux préalables. Donc la construction du canal n'est pas engagée. On est sur des travaux préalables, et notamment de compensation, je pense, sur la zone autour du Compiègnois. Construire un canal de 107 km de long, techniquement, les acteurs des travaux publics sont en capacité, il n'y a pas de question, il n'y a pas de défi technique en tant que tel. Par contre, il y a la question du pourquoi. Je pense notamment, pour revenir sur la question du report modal, outil levier pour le report modal ou chimère, et puis à quel coût environnemental. La question de l'eau a été soulignée. La question, évidemment, de la consommation du foncier sur une région avec les terres parmi les plus fertiles d'Europe. Et puis, à quel coût c'était évoqué au tout début de cette émission, sur un budget qui est, avant, le premier coup de pioche, qui est déjà passé de 5,1 milliards d'euros à, si on prend
les derniers rapports à une estimation entre 7 et 8 milliards. Et donc, c'est une véritable question sur qui va payer le complément. Évidemment, il y a un soutien soutien financier de l'Europe qui est conséquent, mais sur un budget de 5,1 milliards, qui paye le complément, les collectivités qui sont déjà exemptes. Voilà un certain nombre de questions aujourd'hui qui sont récurrentes depuis une dizaine d'années. Je pense notamment à l'outil du report modal. Le report modal, ouais, on va peut-être l'évoquer parce que ça coince. Peut-être Fabrice, vous souhaitez l'évoquer ? Le report modal, oui, en fait, il y a une obligation pour les transports routiers de passer à l'échelle de 2040 à l'électrique. Le canal sera lancé normalement d'ici là avant. Mais au départ, on a lancé un report modal de la route vers des barges d'1 million de poids lourds. Mais au final, le canal ne récupérait que 3% du trafic routier de l'Ain. Et finalement aussi, l'autre problématique soulevée, c'est que les marchandises celles de l'Ain ne sont pas adaptées pour le fluvial en fait. Alors, j'aimerais juste qu'on écoute un deuxième son, puis après on fera peut-être réagir Monsieur David Bécard. C'est l'association, un collectif en fait, Méga Canal Non Merci, qui suit le dossier aussi sur le terrain. C'est Pierre Parot qui souhaitait évoquer qu'effectivement, pour lui, les marchandises qui sont sur l'autoroute 1 ne sont pas adaptées au transport fluvial. On a tendance à croire que sur la 1 descendent donc des conteneurs qui sont débarqués dans les ports du nord de l'Europe et qui vont vers la région parisienne. Donc c'est en partie vrai, mais ce qui circule principalement sur la 1, ce ne sont pas des porte-conteneurs, ce ne sont pas des camions à porte-conteneurs, ce sont des semi-remorques. Donc, je les ai filmés pendant une journée à raison d'une photo par seconde, pour pouvoir faire la statistique. Et donc, ce sont des camions dont les conteneurs maritimes ont été éclatés, ont été reconditionnés dans les ports du Nord et qui descendent avec des palettes, lesquelles vont dans toutes les directions possibles, vont directement chez les clients, qui sont en fait souvent des plateformes, des entrepôts, qu'ils soient logistiques ou des entrepôts industriels. On est face à un gros mensonge sur le transport de conteneurs. Alors David Bécard, sur cette question du report modal, en 2040, les camions devraient être électriques, et puis se pose la question de ces marchandises de l'Ain qui ne seraient pas adaptées au transport fluvial. Comment vous travaillez cette question-là, et qu'est-ce qu'il en est réellement ? Alors, ces questions, elles sont regardées à l'échelle de la liaison Seine-Escaut. Donc, il y a des études qui sont réalisées sur le report modal et sur les trafics prévus sur le canal. Donc, ces études, elles ont été mises à jour en 2021. Elles ont été annexées à l'étude d'impact du projet qui a été présentée au public en mars 2024. Et ces études, elles confirment la perspective d'un report modal important et concrètement, aujourd'hui, on voit, par exemple, aux Pays-Bas ou en Belgique, sur les ports de Rotterdam ou d'Anvers, qui ont des canaux efficaces et des plateformes multimodales efficaces à l'arrière de ces ports internationaux qui permettent de transporter en fait ces marchandises au plus près des centres de consommation et donc éviter justement le transport de marchandises par camion. J'avais juste une petite question aussi justement sur le transport par camion. On se base sur quel trafic à l'avenir ? Parce vous parlez de réduire 1 million de camions au moins sur la route de France, mais par rapport à quoi en fait ? Et si on a des estimations là-dessus, parce que est-ce que le trafic routier va vraiment avoir tendance à diminuer ou pas, ou ce serait peut-être pas forcément là. Oui, je vous pose la question, M. Bécard, mais peut-être que M. Bali peut me répondre. Mais... Je pense que c'est peut-être l'image qu'il faut, supprimer du canal Seine-Nord-Europe, et je pense notamment à tous les automobilistes qui empruntent l'autoroute 1, où ils peuvent constater des files de camions. En fait, le canal Seine-Nord-Europe ne met pas, et je vais revenir dans un second temps, ne met pas les camions actuels, en tout cas le report, vers du fluvial. Quand on prend les exercices de prospective, finalement, ça vise à
à absorber l'accroissement de trafic marchandises. Et donc je pense que l'image qui est souvent, et l'argument qui est souvent amené, qui est finalement c'est un outil pour désengorger l'autoroute A1, ça c'est un élément qui est, ou un argument qui est faux. Je pose évidemment la question de la logistique, quand même, et puis par rapport au fil développement du projet, on a quand même eu un argumentaire qui a évolué. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, c'était de mettre des conteneurs qui aujourd'hui sont sur principalement sur des camions, sur des péniches. Quand on regarde les dernières justifications, les derniers argumentaires, c'est pour du pondéreux, c'est-à-dire principalement des céréales et des matériaux de construction. Donc on voit que finalement ça a évolué. Et donc la question, elle est finalement pourquoi. Par ailleurs, je trouve que l'argument de se dire que à peu près une péniche qui a 4400 tonnes, ça reporte à peu près 200 camions. Si mathématiquement c'est équilibré, en fait, dans la réalité de la logistique, c'est nettement plus compliqué. Je prendrais pour exemple pourquoi en fait on achète encore des canettes de soda de 33 centilitres alors que finalement vous avez des bouteilles d'1,5 litre. Voilà, et c'est exactement finalement ce raisonnement-là qu'on doit avoir sur la question du report modal. Et la question de la finalité sur la logistique, elle est, et on a une région avec un certain nombre de développements qui se veut hub logistique européen. Néanmoins, en fait, on est plutôt dans ce cas sur la logistique, et je pense conteneurs en concurrence avec le rail, et par ailleurs, il y a la question du transport des pondéreux. Commune Planète, une émission de RCF Hauts-de-France en partenariat avec La Voix du Nord. Anne-Henri, Fabrice Bourgi. On est toujours effectivement en partenariat avec La Voix du Nord pour parler des impacts environnementaux du canal Seine-Nord-Europe. David Beccard, vous entendez les arguments ? On a l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, le cœur du projet qui était de dire on va délester le trafic de l'A1 a moins de sens aujourd'hui. Vous avez fait des études particulières sur le contenu qui sont transportés sur l'A1 Alors, encore une fois, ces études, elles sont menées à l'échelle de la liaison Seine-Escaut, et pas par la Société du Canal elle-même. Et donc, c'est des experts européens qui travaillent sur le sujet. Ce que disent ces experts, c'est que avec l'arrivée du canal Seine-Nord et les aménagements à réaliser sur la liaison Seine-Escaut, on multiplie par 5 le trafic fluvial sur l'axe nord-sud. Et donc, c'est significatif pour le transport fluvial. C'est même très significatif pour le transport fluvial. Maintenant, est-ce que ça va régler l'ensemble des problèmes de la transition écologique ? Certainement pas. C'est un projet parmi d'autres projets qu'il faut mener absolument dans le cadre de l'urgence climatique. On va aborder un autre sujet parce qu'on voit bien que c'est une histoire de chiffres. L'aspect du coût financier. On est dans un contexte de déficit public national, Fabrice, et on voit bien que ce projet du canal Seine-Nord-Europe ne cesse de faire gonfler la facture. Oui, et puis moi j'avais une première question à vous poser, c'est de savoir si les financements ont été revus. Puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on parle plus de 5,2 milliards d'euros, mais on parle de 7 voire 8 milliards d'euros. Est-ce que les financements qui avaient été établis vont être revus, notamment de la part de l'Europe, de l'État, des collectivités ? Alors aujourd'hui, il y a une convention de financement qui est basée sur les chiffres que vous avez indiqués. Aujourd'hui, comme je le disais aussi tout à l'heure, on est dans une phase de lancement des marchés, des appels d'offres. Et donc, à l'issue de cette phase, il y aura évidemment des précisions qui vont être apportées sur le financement, on pourra juger sur pièce. Et on sait comment il y aura notamment une partie d'emprunt qui doit être réalisée. Et cet emprunt doit être financé. Alors, on parlait d'une taxe nationale avec une assiette régionale. On a plus de précisions là-dessus ou pas pour l'instant ? Qui va payer cette taxe ? Ce sont les camions C'est un remboursement des collectivités, notamment. Aujourd'hui, avant le premier coup de pioche, finalement, on a un budget dont
prospective de budget qui potentiellement a doublé. On passe de 5 jusqu'à 8, si on se réfère au dernier rapport de la commission d'enquête, ce qui est d'ailleurs une évolution du coût qui est beaucoup plus importante que l'inflation. Et ça ne comprend pas les ports intérieurs, les rehaussements de ponts, etc. en plus. Et là, il y a un élément qui fait pleinement lien avec le sujet précédent, qui était finalement le report modal, qui est la question de l'écotaxe. C'est-à-dire de réinternaliser les coûts externes aujourd'hui du trafic routier, qui permet finalement à la fois de rendre plus compétitif le fluvial, le ferroviaire, moins compétitif le routier. Or, on a aujourd'hui un président du conseil de surveillance du canal, le président de la région, Xavier Bertrand, qui est à la fois pour le canal et contre l'écotaxe. Et donc, on voit bien que finalement, là, il y a une dissonance, à la fois, et on le voit, qui va être à résoudre potentiellement rapidement, de façon à pouvoir boucler un projet. Et par ailleurs, je pense que la Société du Canal, aujourd'hui, et VNF demain, ne souhaite pas un ruban de 107 km d'eau vide qui traverse la région, mais bien un outil de report modal. Et cette question, finalement, d'écotaxe, de réinternaliser les coûts externes, c'est un préambule, finalement, à la politique de développement d'une logistique, en tout cas d'un transport qui soit plus durable. David Bécard, comment vous envisagez tout ça ? Aujourd'hui, le canal Seine-Nord va rendre finalement un service complémentaire sur le transport. On économise de l'énergie, on économise aussi du temps par rapport aux possibilités actuelles. Et donc, ces gains vont être en effet vont permettre de financer une partie du projet. Mais il y a encore beaucoup de choses à financer. Certains appellent même à relancer un débat public, notamment sur la création de ces ports intérieurs qui ne sont toujours pas financés, qui ne font pas partie de la facture. Est-ce que vous seriez favorable à un nouveau débat public sur ces ports intérieurs, par exemple ? Aujourd'hui, il y a quand même eu une déclaration d'utilité publique du projet. Cette déclaration d'utilité publique, elle intègre les ports intérieurs. Les ports intérieurs font partie du projet déclaré d'utilité publique. Et donc le débat sur l'opportunité du projet, je dirais qu'il est derrière nous. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui, c'est des autorisations environnementales, donc pour réaliser effectivement le projet, définir les conditions dans lesquelles on réalise ce projet, et donc on rentre dans une phase opérationnelle. On n'est plus à se poser la question de savoir s'il faut faire ou pas ce canal. La question, c'est comment on le fait. Les arrêtés d'autorisation sont une réponse, donnent un cadre, et maintenant, on s'applique à le respecter. Alors, il nous reste 1 minute 30, Fabrice. Oui, alors juste rapidement sur les économies. Vous parlez d'économie d'énergie. C'est un projet qui est très gourmand en eau et très gourmand aussi en électricité. L'idée de la retenue complémentaire à la retenue douette, semble-t-il, a été écartée pour l'instant, d'après ce que j'ai cru comprendre dans l'autorisation environnementale. Mais par contre, il y a 110 prescriptions qui vous ont été signifiées, et dont notamment des études de géotechnique, de vérification des conditions d'appui, des fondations. Tout ce travail n'a pas encore été opéré. Donc, est-ce qu'il va retarder aussi un peu le projet ? Le schéma d'alimentation en eau du canal intègre bien une retenue d'eau donc au niveau de la commune d'Allen, donc la retenue Louette. Alors, vous dites que le canal est gourmand en eau et en énergie. Aujourd'hui, faut voir que les transports, les transports en France, ça représente 30% de consommation énergétique de la France. Le ferroviaire, c'est 0,6%. Le canal, c'est à peine 0,1% ou 0,2% de la consommation de la SNCF. Donc, c'est pas vraiment ce que j'appellerais des consommateurs. C'est pas très gourmand en énergie. Un dernier mot auprès de Stéphane Bally, parce que c'est la fin de nos échanges. Un dernier mot sur ce point-là ou globalement sur le canal.
il n'y a pas évidemment de canal sans eau. Quand on regarde aujourd'hui les modélisations qui sont faites, les projections, c'est une garantie d'approvisionnement jusqu'en 2065. Alors, c'est le type d'infrastructure qui est fait pour 2 à 3 siècles. Et évidemment, toute la question... Alors, les modèles ont été basés sur les sécheresses de 1976, de 2022. Or, évidemment, les conséquences du changement climatique, ce n'est pas un épisode de sécheresse d'une année, mais qui peut être évidemment cumulé. Or, ça, ce sont des questions qui aujourd'hui sont, comme j'évoquais au début de cette émission, qui sont aujourd'hui sans réponse et qui nécessitent des réponses de façon à pouvoir éclairer les décisions. David Beccard et Stéphane Bally, un grand merci, pour nos échanges sur le projet du canal Seine-Nord-Europe. Le sujet est vaste, mais on a pu déjà évoquer certains sujets sensibles. Ce débat est à retrouver en podcast sur RCF Hauts-de-France et en vidéo sur YouTube. Mais également dans les pages région de la Voix du Nord de ce samedi 21 septembre. Et à bientôt le mois prochain, vendredi 18 octobre, pour une nouvelle émission spéciale Comme une planète Hauts-de-France sur RCF. En partenariat avec la Voix du Nord, nous ferons le point, un an après, sur les inondations du Pas-de-Calais.